Un message de la Société d'habitation du Québec. Ici Éric Gierga. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Exactement 17h03. Nous avons en visuel avec nous Émilie Robert. Elle est biologiste, enseignante et chercheure au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon après-midi, Madame Robert. Bonjour à vous. Ça va bien, Madame Robert? Très bien, vous-même? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Robert. Alors, Madame Robert, vous avez fait une étude, vous avez travaillé très fort aux alentours de la fonderie Horn et vous avez découvert des choses qu'on n'avait pas vues auparavant par rapport aux éclats de toute cette pollution-là, n'est-ce pas? Et c'est au-delà du territoire qui avait été choisi que vous avez retrouvé ces polluants-là, c'est ça? Oui, en fait, moi, je suis Émilie de Mer au Front Rouyn-Noranda. C'est une démarche là de sciences citoyennes. En fait, on est allé chercher l'aide là de Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution. Donc, on s'est fait aider là pour mettre en place le protocole, puis après ça, aller chercher aussi là un bureau accrédité, un laboratoire accrédité pour procéder aux analyses de neige. Donc, nous, en fait, on est exposé là à Rouyn-Noranda à un cocktail de contaminants là, incluant l'arsenic. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on fait plus confiance à nos gouvernements qui donnent le droit de polluer à la fonderie Horn. Ils ont encore un droit de polluer là, qui est en ce moment 22 fois au-delà des normes. Et donc, nous, on voulait avoir le plus d'informations sur la contamination de notre environnement. Et vous avez vu probablement dans les médias là qu'il y a des gens qui vont être expropriés, là, ceux qui sont vraiment collés sur la fonderie Horn, donc la zone tampon. Mais nos données d'analyse de neige montrent qu'il y a vraiment des concentrations importantes d'arsenic et de plomb et de cadmium et de nickel. Donc, oui, dans le quartier de Notre-Dame, mais bien au-delà, donc à 2 kilomètres, l'autre côté du lac, il y a aussi des concentrations presque aussi importantes. Là, donc, ça voyage, hein, les contaminants, là, le vent. Absolument. Absolument. Et puis, il y a un expert même qui a dit que dans 70 ans, vous allez avoir des gens qui vont commencer à mourir dans le secteur de ces polluants-là. Ben, c'est déjà commencé en fait parce que à l'été 2022, ce que notre santé publique régionale a sorti comme statistique, c'est qu'on avait à Rouyn-Noranda, comparativement à tout le reste du Québec, on a 30% plus de cancers de poumons, on a 50% plus de maladies obstructives chroniques respiratoires et on a 25% plus de bébés de petit poids. En plus de ça, on meurt jusqu'à 5 à 6 ans plus jeunes que le reste des gens du Québec. 5 à 6 ans de moins d'espérance de vie en moyenne pour un quartier versus le reste du Québec. C'est pas rien, là. Oui, là, ça, c'est des informations qui nous tombent dessus comme une charpe de plomb, comme on pourrait dire. Alors, le gouvernement est également au courant de ces chiffres-là. Oui, tout à fait. Et nous avons l'impression que le gouvernement tient mordicus à garder cette industrie-là. C'est une question de vie ou de mort pour l'Abitibi?
Pas vraiment. En fait, Rouyn-Noranda, c'est vraiment plus une ville mono-industrie. Tu sais. Oui, la ville s'est construite, s'est développée autour d'une mine de cuivre. Une mine de cuivre au départ et ensuite une fonderie qui s'est installée là. Mais maintenant, c'est l'économie de la ville est beaucoup plus diversifiée que ça. Oui, c'est 650 emplois très bien rémunérés, on s'entend, mais la ville dépend pas de ça pour son économie. Là, c'est pas le principal employeur. Là. Il y a une université, il y a un cégep, il y a Hydro-Québec, il y a beaucoup de ministères aussi. Rouyn-Noranda, c'est une ville de fonctionnaires. Donc, on dépend pas que de la fonderie Horn pour notre économie, ça c'est pas vrai. Et du côté de l'employeur, on répond qu'on ne connaît pas les techniques qui ont été utilisées pour faire cette étude-là. Est-ce que vous soumettez un peu les méthodes qui ont été utilisées à l'entreprise pour qu'elle soit consciente du danger que court la population tous les jours à cause du fait de l'usine? Certainement, nous, on est très transparents. Là, ce matin, en conférence de presse, on a expliqué le protocole qu'on a suivi. Si la compagnie nous contacte, ça va nous faire plaisir de leur transmettre l'information. On se cache pas de ça du tout. Et on a utilisé un laboratoire d'analyse accrédité qui, d'ailleurs, dont d'ailleurs Glencore Fonderie Horn utilise aussi les services, là. Et maintenant, par rapport au gouvernement, c'est tout nouveau, cette étude est très fouillée avec des gens crédibles, ce laboratoire-là en question, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des contacts auprès du gouvernement? Parce qu'on pense que c'est arrêté l'entente entre le gouvernement et la fonderie Horn, n'est-ce pas, pour délimiter une région à risque qui serait achetée par la compagnie et donc on a la paix pour 100 ans, pour 2000 ans, alors qu'il n'en est absolument rien. Absolument pas. Puis si on se pose la question, à qui profite cette zone tampon-là? On sait que la première maison a été démolie dans la zone tampon et c'était la maison qui était juste à côté de la station de mesure, la station légale. Donc, c'est cette station-là sur laquelle on se base là, pour calculer les émissions d'arsenic, de plomb, de cadmium, donc calculer les moyennes annuelles auxquelles l'entreprise est assujettie. Donc, dès que cette maison-là a été démolie, ils ont déjà éloigné la station légale un peu plus. Donc, cette zone tampon-là, elle va servir à Glencore Fonderie Horn de pouvoir éloigner sa station de mesure. Selon nous, c'est la seule chose à laquelle elle sert, en fait. Parce que le terrain, ensuite, un coup que tous les gens vont être expropriés, toutes les maisons démolies, le terrain va appartenir à la fonderie et la loi stipule que la station de mesure doit être à la limite de leur propriété. Donc, c'est au départ un problème, là. Oui, parce qu'ils vont artificiellement réduire les émissions en éloignant la station de mesure. Donc, ça va juste être un peu plus loin, un peu plus dilué. Mais vraiment, lorsqu'on regarde la question et vous apportez des points extrêmement simples, n'est-ce pas? Pour avoir la vraie mesure, il faut être collé sur... Mais en fait, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment eu une amélioration, il faudrait que la station de mesure reste à la même place parce que là, on l'éloigne, on instaure un biais, on vient diluer l'air. Absolument, absolument. Et plus on va s'éloigner de la source de la pollution, les résultats se bonifieront. C'est évident, ça là. Lorsque vous regardez des situations de même, comment vous qualifiez tout ça? Est-ce qu'on prend les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Ou alors, est-ce qu'on pense que finalement, l'argent va faire baisser les bras par rapport à ces gens qui seront dédommagés pour les maisons qui seront dans le secteur? Et puis, tout le monde va se fermer la gueule, là, comme on dit, hein? Je pense qu'ils espèrent nous avoir à l'usure, mais en fait, on n'arrête pas, nous, de taper sur le clou puis de demander le respect des normes. Pourquoi
quand la plupart des contaminants qui sont émis le sont à Rouyn-Noranda, le seul endroit où les normes ne s'appliquent pas, c'est à Rouyn-Noranda. Est-ce qu'à Rouyn-Noranda, on est des citoyens et citoyennes de seconde zone? On ne mérite pas la même qualité d'air que partout ailleurs au Québec? Parce qu'ici à Montréal, hein, pour un oui ou un non, vous avez des normes qui sortent. L'air est difficilement respirable. Il y a des pollutions dans l'air et puis c'est des articles alors que vous vivez 20 fois plus comment, dans l'Abitibi, n'est-ce pas, à Rouyn-Noranda. Et puis, c'est comme 3 fois rien. Et le gouvernement est à vos côtés aussi parce que, bon, on vient négocier avec la compagnie. On a même trouvé la solution finale. Oui, déménager les gens. Ouais. Alors, ça, c'est véritablement rire du monde parce qu'on parlait ultimement avec ce dernier rapport, les contacts que vous avez avec le gouvernement. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça peut faire en sorte que le gouvernement revienne sur sa position et forcer la compagnie à être un petit peu plus sérieuse dans ses démarches? On a essayé souvent, là, mais aujourd'hui, on est allé justement, après la conférence de presse, on a marché jusqu'au bureau de François Legault. On lui a apporté une petite bouteille d'eau de fonte, de neige fondue là, de Rouyn-Noranda, juste pour lui, pour qu'il s'occupe de ça. Puis finalement, on n'a pas pu le rencontrer, là. Vous n'avez pas osé proposer au Premier ministre de boire cette eau-là, hein? Non, il faudrait pas la boire quand même, on veut pas. C'est pas parce que nous, on subit cette pollution-là qu'on la souhaite à quelqu'un d'autre, là, mais on veut qu'il s'occupe de cette pollution-là, qu'il arrête de s'en laver les mains, puis qu'il s'occupe de la santé et de l'environnement, qu'il s'occupe de la santé de la population au lieu de choisir les profits d'une multinationale. Et qu'il sache aussi que les gens de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda, savent aussi se défendre et sont capables de se défendre. Et puis, mais voilà, je pense qu'on a tout dit. Émilie Robert, biologiste, enseignante et chercheur au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Robert. Merci à vous. Et je suis avec vous, on va suivre ce dossier. Merci, au revoir. Bye bye.